pour Bertrand. La dernière fois, je t'ai pas salué d'entrée, là, je te salue d'entrée. Salut Bertrand. Merci. Ça va, Nico? La forme? Tout le monde est là? Tout le monde va bien? Tout le monde va bien. Petite allergie du moment, tu vois, là, j'avoue. Respect C'est et bon, force. ça sent l'été, ça veut dire ça. Ouais, force à ceux qui ont des allergies, mais on devrait arriver à tenir. Aujourd'hui, 5 majeurs. Normalement, les gens commencent petit à petit à connaître. Donc, 5 majeurs, on prend une thématique et on classifie, du coup, selon nous, les joueurs qui correspondent le plus à cet adjectif, cette qualification. Bref, actuel all-time. Aujourd'hui, on est dans de l'actuel et on va parler des joueurs, attention, underrated. Des joueurs, du coup, sous-estimés. T'es parti sur quoi, toi, comme critère pour sous-côté, ouais. J'ai beaucoup regardé le contrat et puis bah tu vois ce qui se passe un peu. Est-ce qu'on en parle souvent? Est-ce que lui il a pas un impact qui est finalement peu mis en valeur? Déjà préambule, je me suis aperçu qu'en faisant mon 5, il y a beaucoup de mecs, tu sais, qui se jettent par terre, qui font les petits efforts, qui sont pas forcément bah, mis en avant dans les highlights ou quoi. Et bah voilà, on en avait parlé déjà dans le 5 des shooters avant, que pour gagner ton salaire en NBA, fallait avoir un shoot. Et ces mecs-là qu'on va parler, donc qui sont sous-cotés, c'est souvent les mecs qui font le petit truc en plus, mais qui permet de gagner. Ouais, c'est ça. T'as raison de dire qu'il y a souvent ce côté hustle qui est pris en compte. En fait, dans les joueurs sous-cotés, je trouve, moi, quand j'ai fait une petite liste, c'est qu'il y a souvent les mecs que les fans de franchise adorent. C'est souvent les fan favorites, les joueurs un peu sous-cotés. Donc, il y a soit ce côté hustle, soit ce côté IQ qui ressort, soit moi, ce que j'ai pris en compte, tu vois, c'est un petit peu à mon ressenti, les mecs que je vois pas assez mis en avant sur les réseaux. Mais bon, ça, c'est par rapport à ce que je vois moi. Donc, est-ce que c'est objectif? En tout cas, les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, pour vous, quels joueurs sont les plus sous-cotés, sous-estimés, underrated, donc de la NBA. J'ai quelques petits noms, j'ai des questions sur les petits noms, mais peut-être que tu les as mis, donc je vais les garder peut-être pour la fin, parce que ça dépend, tu vois, tout est une question aussi de proportion. Il y a certains joueurs extrêmement forts, peut-être même All-Star, qu'on peut peut-être trouver sous-cotés. Parce que Oui. pas assez mis en avant ou pas assez bien hiérarchisé. Allez, bon, en tout cas, on a donné un petit peu nos définitions. On part tout de suite dans le vif du sujet. Bertrand, ton meneur. Peyton Pritchard, le meneur des Celtics, le meneur remplaçant des Celtics. Peyton Pritchard, il avait pas un parcours facile parce que tu sais, il était un peu mis sur le côté, il jouait plus beaucoup, il avait même demandé à partir tout simplement. Et bah, finalement, Peyton Pritchard, c'est un mec, tu le mets sur le terrain, voilà, il va te faire tout ce que je disais avant, le petit hustle, t'as besoin d'un panier vite fait, il est là, il va te poser ton attaque, il est sérieux. Ce que j'adore chez Peyton Pritchard, c'est qu'il est très propre. Il perd très peu de ballons. C'est simple, son ratio, c'est le 7e meilleur ratio de la ligue, juste sous Mike Conley. Et Mike Conley, tu sais, c'est un peu quand on parle de ratio, c'est un peu la valeur échelle, quoi. Donc Pritchard, il se situe là. Il a pas vraiment de défaut. Il peut jouer 1, il peut jouer 2 malgré sa petite taille. Il est adroit. Enfin voilà, perso, la réussite de Boston passe par leur banc et le banc de Boston passe par Peyton Pritchard. Donc je trouve qu'il n'est pas assez mis en valeur. Tout simplement, on n'en parle jamais de Pritchard à Boston. On parle toujours du 5 majeur, on parle toujours de White aussi qui est un peu sous-coté, de Porzingis, de Brown, bref. Mais Pritchard, pas souvent. Ok, donc là, bon, la réussite de Boston passe par leur banc. Là-dessus, je te suis pas à 100%, mais je vois ce que tu veux dire dans le sens où il n'est pas assez mis en avant. Mais on en parlait déjà il y a pas longtemps, rappelle-toi, dans une émission, de dire vraiment pas si mauvais que ça. Pritchard, je crois qu'il fait une très très grosse fin de saison, et c'est un joueur ultra non seulement discipliné, tu vois, il fait ce qu'on lui dit de faire, et il est rentré dans justement Plaisir pour un coach, ouais. voilà, cette winning team, etc. Voilà, je prends les bonnes habitudes et tout, mais il est couillu et il est skillé. Peyton Pritchard, c'est un mec qui a vraiment de gros skills. Je crois qu'il avait mis, tu sais, comme tous les étés, un carton en Summer League, là, avec Ouais. Malachi Flynn, tout ça, là. Donc, mais ça revient aussi. C'était Parler de 93 points, un truc comme ça, ouais, ou je sais plus, mais non, un gros score, oui. un peu moins, J'ai je plus le crois. score exact, mais ouais. Parler de ces joueurs sous-cotés, ça permet aussi de rappeler que la NBA grouille de talent, en fait. Donc, Peyton Pritchard. En tout cas, Peyton Pritchard, c'est vrai que c'est un très bon joueur et peut-être comme même tout le banc des Celtics, pas assez mis en Et avant. petite pige dans le 5 ces derniers temps, là. Avec les blessures de Drew et tout, il a fait des petites apparitions dans le 5, donc voilà. Beaucoup de 5 majeurs, t'es sûr, Peyton Pritchard? Dernièrement, ouais, quand Drew était blessé, c'est lui qui startait, ouais. Ouais, il devait y avoir plusieurs absences sur le bac court, en tout cas. Bon, moi, mon poste 1, je suis parti sur un joueur hargneux et académique, Monsieur TJ McConnell du côté d'Indiana.
Monsieur TJ McConnell, qu'est-ce que c'est? Monsieur TJ McConnell, donc c'est un des rares joueurs qui a fait un triple-double avec les interceptions. Recordman du nombre d'interceptions sur une mi-temps, 9 interceptions. TJ McConnell, qu'est-ce que c'est? TJ McConnell, donc c'est la grinta en défense. Je me jette sur les ballons au sol, il y a un ballon, il y a une passe, je serai sur la ligne, etc. pour le dévier. Donc déjà, là, on est vraiment dans IQ et hustle concernant TJ McConnell. Et en plus, je trouve que l'IQ se met au service voilà, du côté académique du joueur, tant TJ McConnell, sa zone de prédilection, c'est un poste haut, mais plus orienté demi-cercle pointillé, tu vois, dans la raquette. Et TJ McConnell, il va avoir cette faculté à vraiment se balader dans le petit périmètre, à savoir un petit peu faire des changements de direction, un bon maniement de balle, et toujours se mettre en position. Le grand est sorti, hop, il va déborder ligne de fond pour aller mettre son petit lay-up. Ça bouge un peu, etc. Il va quand même réussir à se créer son petit espace pour pull-up à 3-4 mètres. Donc moi, TJ McConnell, c'est un joueur que je trouve assez sous-coté, et très souvent aussi, quand Indiana repasse dans un momentum favorable, c'est grâce à Monsieur TJ McConnell qui fait un bien fou à cette équipe des Pacers. As-tu un bonus dès que tu dis TJ McConnell? Parce que tu l'as dit à peu près 15 fois, c'est C'est assez vrai, drôle. c'est Mais TJ. hein. C'est vrai que McConnell, tu sais, c'est le joueur parfait pour les intérieurs. C'est pas pour rien que Embiid l'adore, Miles Turner il l'adore. Il arrive non seulement à défendre les pick and roll, donc c'est toujours cool quand t'es un big, mais aussi à les jouer et à les servir. On sait qu'Embiid les pick and roll c'est pas ce qu'il préfère, mais il arrive toujours à trouver ses intérieurs. Et ouais non, mais comme tu l'as dit, voilà ce petit périmètre, on sait que bon 3 points il est un peu court, mais dès que c'est mi-distance plutôt, bah, il arrive à trouver cette opportunité, à mettre le petit coup d'épaule, à se faire de la place. On ne sait pas trop comment parce qu'il n'est pas grand non plus, McConnell. Mais voilà, non, il arrive toujours à s'imposer. À chaque fois, au début de saison, tu regardes les rosters, tu te dis, ah, peut-être que cette saison, il va avoir. Non, il y arrive toujours. Il arrive toujours à s'imposer dans le roster, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Je crois d'ailleurs qu'il est sur sa meilleure saison en termes de scoring cette saison, TJ McConnell. Et il est, comme tu dis, efficient sur du mid, mais surtout, et c'est là où, bon, là, c'est un peu technique entre guillemets, c'est du short mid. Hein. C'est pas mid, long mid. Ouais, ouais. On est vraiment sur quelque chose de plus rapproché. Voilà, ligne pointillée, comme je disais, du rond des lancers. Donc voilà mon poste Mais 1. il était très haut dans ma liste. En tout cas, McConnell, je l'ai cut au dernier moment pour mettre Pritchard. J'avais Jalen Suggs aussi dans les postes arrière que j'espère qu'il va se développer plus en tant que meneur Suggs. Mais voilà dans ma shortlist qui j'avais. Moi, dans les meneurs que j'avais en mention, je vais le mentionner maintenant parce que je pense pas que tu l'auras dit, vu qu'il est meneur pur, c'est Mike Conley. T'en as parlé tout à l'heure de Mike Conley. Mike Conley, voilà, dans toutes les petites choses, dans l'apaisement, c'est un peu le daron, tu vois, Mike Conley, de par voilà, l'aspect défensif, même Rudy qui est épanoui depuis qu'il arrive à Minnesota. Enfin, voilà, Mike Conley, c'est un patron sur un terrain et je trouve que peut-être la lumière est pas non plus assez mise sur lui et il est, comme beaucoup d'autres joueurs, responsable de la très belle saison des Timberwolves. Donc moi, j'avais en mention Monsieur Mike Conley également. Allez, poste 2. Poste 2, j'ai pris Bogdan Bogdanovic d'Atlanta. On en avait déjà un peu parlé quand on avait parlé des shooters, donc je vous laisserai aller voir les petites stats que j'avais données sur lui à l'époque. Mais ce que j'aime bien, et c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément quand on pense à Bogdanovic, c'est que c'est le leader pour aller close out, pour aller faire les shoots contestés à 3 points. C'est lui le leader, c'est lui qui va en contester le plus. Et dans cette défense d'Atlanta, donc, qui est souvent avec Trae Young, bah, finalement, je trouve ça intéressant. Et ça, tu vois, c'est quelque chose de très sous-coté pour lui. On n'en parle jamais de ses aptitudes défensives, du fait qu'il arrive à bouger ses pieds rapidement et du fait aussi que ce soit un tel sniper. Le mec, tu lui donnes le ballon quand il est chaud, et il est souvent chaud. C'est ficelle. Hein. Il suffit de le mettre dans les bonnes dispositions et c'est bon. C'est l'une des mains les plus sûres de NBA. Donc je suis assez confiant avec ce choix de Bogdan Bogdanovic qui est jamais mentionné. Limite, j'ai envie de te dire, on parle plus souvent de Bojan Bogdanovic que de lui, même quand Bojan joue aux Pistons en début de saison. Donc voilà, petit shout-out to Bogdan. Moi, j'avais une hot take que j'ai souvent envoyée. Enfin, est-ce que c'est tellement une hot take? Je suis pas sûr. Que Bogdan, il y a quand même énormément d'équipes dans lesquelles il serait titulaire, Bogdan Bogdanovic. Le profil qu'il a, Bogdan Bogdanovic, dans la NBA d'aujourd'hui, bah, c'est un bonbon pour plein d'équipes. Et comme tu le dis, le problème des shooters élites, c'est que beaucoup sont cantonnés qu'à leur shooting. Alors que Bogdan Bogdanovic, comme tu l'as dit, dans voilà, l'IQ, de toute façon, en général, les mecs de l'Est, c'est pas les plus débiles. Hein. Donc, dans l'IQ défensif, c'est un mec qui sait se positionner à les close-out, comme tu l'as expliqué. Mais même en attaque, tu vois, c'est un mec qui est capable de poser des dribbles, c'est un mec qui est capable de se créer son shoot. Bon, c'est pas Kyrie, hein,
mais ce n'est pas qu'un shooter, Bogdan Bogdanovic. Et... Oui, c'est là où il fait la différence avec un autre qui était très haut, Luke Kennard, qui est vraiment, lui, spot-up shooter, faut lui faire la place et ensuite, voilà, il va dégainer. Non, Bogdanovic, il peut poser un dribble, il peut jouer derrière les écrans, il sait faire tout ça. Donc Bogdan. Bogdan en poste 2. Moi en poste 2, je vais rendre un petit hommage à ta casquette. Ah, Un petit hommage à un joueur des Chicago Bulls. Bon, dans tous les cas, je pense que tu vas valider qu'un joueur des Chicago Bulls est plus ou moins sous-coté, vu que les Bulls, c'est vrai que dernièrement, bon, on n'en parle pas des masses, quoi, des Chicago Bulls. On n'en parle pas des masses, et moi, en fait, je suis parti sur ce joueur-là, parce que je me suis dit, et pas mal de joueurs que je vais mentionner, je suis parti un peu sur la même réflexion, je me suis dit, si je veux monter une winning team, ce mec va me faire du bien. Il me faut ce mec pour vraiment me dire, ouais, c'est bon, soit en backup, etc., ou tu sais, dans le rôle de 4ème, 5ème option dans mon 5. Je suis parti sur monsieur Alex Caruso. Monsieur c'est Alex marrant, Caruso. mais Monsieur bon, Alex Caruso. je spoil vite fait, mais je l'ai dans mon 5, hein. Pas à ce poste-là, mais je l'ai. Ah, tu es bon, ben. Monsieur Alex Caruso, voilà, qui fera donc l'unanimité dans cette vidéo. Monsieur Alex Caruso, qui est l'un des joueurs les plus sous-estimés. Bon, peut-être surestimé quand il était à Los Angeles, mais ça, c'est souvent la tendance quand les joueurs sont à Los Angeles. En tout cas, depuis qu'il est parti de LA, bon, tout le monde s'en bat un peu les reins du pauvre Alex Caruso, alors que, bah, moi, je trouve que c'est un joueur qui est vraiment dans toutes les petites choses du terrain. En plus, déjà, il a des capacités de savoir porter, il a une adresse extérieure très intéressante, mais c'est un joueur, voilà, qui, tu vois, toutes ces petites choses invisibles, tous ces petits trucs, ce petit pas en plus pour contester, cette petite bataille au rebond pour ralentir la transition adverse, toutes ces petites choses là que personne voit, dont tout le monde se fout, eh ben, je trouve qu'Alex Caruso, c'est une des incarnations de ce mouvement-là, et j'ai un autre joueur tout à l'heure dont je vais parler qui est aussi l'incarnation de ça. Mais en tout cas, voilà. Moi, c'est pour ça que je mets Alex Caruso, parce que je trouve qu'il fait toutes les petites choses qu'il faut faire pour gagner. Et en plus de ça, c'est un mec qui est polyvalent sur la défense. Je dis pas qu'il est capable de défendre les 5 postes, mais il va toujours réussir à se démerder, tu vois. Il va réussir à passer devant pour contester une position basse. Il va réussir à anticiper une ligne de passe. Il va réussir, voilà, par la volonté, parce que c'est un bel athlète aussi, Caruso. Hein. Dans la dureté, c'est un joueur assez puissant pour sa taille, hein, pour son gabarit. Donc en tout cas, c'est un mec qui rechigne pas. Donc ouais, voilà. Ouais, puis c'est un joueur, voilà, qui va jamais hésiter à faire participer son corps, hein. Encore le dernier match, il finit les mains en sang, il a pété ses chaussures, c'est Torrey Craig qui lui prête ses chaussures pour la fin de match. Enfin, tu sais, c'est des petits trucs comme ça de hustle, et comme tu as parlé au début de vidéo, de fan favorite, parce que bien sûr, Caruso, il laisse rien derrière. Il donne tout sur un terrain, quitte à se péter le nez, les bras et les genoux. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que ce serait pas le meilleur contrat de la ligue, Alex Caruso? À Il est à moins de, méditer. il est À moins de 10 méditer. millions, ouais. À méditer, à méditer. Il est pas très vieux, en plus, je sais plus quel âge il a, 28, Il a 30 30, ans. 28, 30, 30 ans, 30. tout pile. Ouais, donc, ouais, c'est bon. Il a Cette quoi? saison, c'est sa meilleure moyenne au point, c'est sa meilleure moyenne au bloc, Il a c'est sa meilleure combien? moyenne au rebond. Il a combien? Il est à 9,7 la saison. Ouais, ouais, bah avec le cap actuel, non, non, c'est vrai que. Mais de toute façon, moi, C'est je me incroyable. rappelle, aux alentours de la deadline, j'avais justement, sur les réseaux, évoqué le fait que, bah, voilà, il y avait pas mal d'équipes qui pouvaient peut-être s'intéresser à un profil comme ça. À Caruso, C'est- bah bien sûr. Donc, à voir un petit peu ce que Chicago va faire. Mais moi, ça m'intéresse de savoir qui est ton poste 2 du coup, si t'as pas Alex en 2. J'ai pas. Non, c'est Bogdan Bogdanovic, je t'en ai parlé Ah avant. oui, non, tant pis, non, je suis bête, excuse-moi. Non, Non, mais mais attends, juste pour finir sur Caruso, parce que moi je l'ai à un autre poste, et comme ça, voilà, on finit le bloc Caruso. tu l'as en 3 du coup? Non, je l'ai mis poste 4 parce que c'est généralement là où il commence les matchs avec Chicago. Et tu vois, bah ça fait partie de l'argument que je voulais faire sur Caruso. Tu l'as mis en poste 2, je l'ai mis en poste 4. Le mec, voilà, de 1 à 4, tu peux le faire jouer partout. Du moment qu'il est sur le terrain, t'es bien, c'est ok, c'est cool parce que tu sais que voilà, il va tout donner quel que soit le poste. Et c'est intéressant d'avoir un mec comme ça aussi polyvalent. T'as pas parlé de ses déflexions, mais il est leader NBA en déflexion, donc tu sais, c'est quand c'est pas Déviation de jusqu'à balle, ouais. l'interception. Ouais, voilà. Déviation. Voilà, et donc ça, bah, c'est toujours chiant, tu vois, t'as une attaque, ça dure quand même que 24 secondes. Si tu perds du temps avec une balle qui doit t'arriver dans les mains et non, faut que tu ailles la chercher, c'est toujours un peu chiant. Donc Caruso est le leader avec pas très loin, avec Fox et SGA aussi qui sont pas loin de lui. Donc voilà, All Defensive Team l'an passé.
J'espère qu'il le sera également cette année. Voilà, Caruso, c'est tout ça. Donc, c'était mon poste 4. Donc là, je décale un peu l'ordre. C'est pas grave, on va s'arranger au montage avec ça, on le fera apparaître où il faut. Et puis, champion NBA aussi, Caruso. Hein. Champion NBA, Alex Caruso, tout à fait. Moi, je note un petit peu qui c'est que j'avais dans mes mentions sur le poste 2. Moi, j'ai monsieur Herb Jones du côté de Nola. Alors, je l'ai pas mis parce que j'espère qu'il est plus sous-côté. J'espère que les gens réalisent quel impact a Herb Jones. Corner en attaque, pas que d'ailleurs, il est capable de faire des bonnes passes. Mais même au-delà de ça, donc défensivement, c'est absolument extraordinaire. Après, j'ai un autre joueur qui est un petit peu multiposte comme Alex Caruso, c'est Josh Hart. Donc c'est pas vraiment un poste 2, il joue 4, il joue 3, il joue un peu partout. Il joue 66 minutes s'il faut jouer 66 minutes. Et c'est un peu un Caruso-like, Josh Hart, tu vois. C'est un peu C'est vrai. Hein. le genre de mec que les coachs adorent parce que, parce qu'ils vont tout donner. Là, il a fait un match il y a pas longtemps, je crois qu'il avait une entorse du poignet ou du coude ou je sais pas où. Bref, il a joué 40 minutes, il en avait rien à faire. Et il shootait pas, du coup, tu vois, il allait qu'à la finition intérieure. Oui, c'est ce genre de joueur qui, quand il joue pas parce qu'il est blessé, tu sais que la blessure est sérieuse. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, voilà. C'est tout à fait ça. Sinon, après, je note, j'avais Lonnie Walker du côté de Brooklyn, qui a un contrat minimum cette saison. Moi, je trouve en feu follet, en dynamiteur de banc offensivement, je trouve que vraiment Lonnie Walker a un talent particulier et personne n'en parle. Donc, je le trouve intéressant. On a Michael Bridges aussi qui joue poste 2 à Brooklyn. Michael Bridges, pourquoi je le mets là? Parce que je l'ai trouvé surcoté un petit peu, voilà, pendant un moment du côté de Brooklyn. Et maintenant, j'ai l'impression que selon, après, peut-être que mon ressenti est mauvais, je pense que les GM n'ont pas du tout celui-là, mais selon ce que je vois passer sur les réseaux, j'ai l'impression que Michael Bridges, c'est le dernier des ploucs, alors que Michael Bridges, ça reste un excellent joueur, juste il est pas bien installé au niveau de la hiérarchie dans une équipe un peu. Oui, tu veux dire qu'il a un rôle trop important pour lui, quoi. C'est ça. Après, donc là, il joue peut-être plutôt 3, mais c'est Aaron Nesmith du côté d'Indiana. Aaron Nesmith, ouais. Je parlais de. Peut-être le meilleur 3&D de la ligue, hein, Aaron Nesmith. En tout cas, il est en grande réussite défensivement. On sait que c'est un pitbull lui aussi, tu vois. On parlait de ça rejoint Hustle IQ, c'est souvent là-dedans. C'est vraiment souvent là-dedans. Et donc on a Rodney Smith aussi. Après, c'est des postes 3, donc j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. N'hésitez pas, les gars, je vous le redis, si on oublie des noms, à nous les donner en commentaire. Vas-y, pardon. Poste 3, je t'enchaîne là-dessus. J'ai Kentavious Caldwell-Pope. C'est mon poste 3 titulaire. Enfin, titulaire, on fait que les 5 de toute façon. Et KCP, voilà, champion avec les Lakers, champion avec les Nuggets. T'as mis KCP en 3. J'avais mis Bogdanovic en 2, donc j'ai dû le décaler, tu vois, j'ai un peu triché. Là, j'aurais plus mis Bogdan en 3 et KCP en. Mais ok. Enfin voilà quoi, tu vois, c'est ouais, assez on petit, se démerde, donc, on fait ce qu'on veut, quoi. Oui, puis c'est mon 5. C'est ton 5. Voilà, je fais ce que je veux. Et donc, ouais, c'est pas une coïncidence si le mec il est champion dans 2 équipes différentes à chaque fois avec un rôle de titulaire. J'ai parlé en parlant de Nesmith, de meilleur 3&D de la ligue. Bon, peut-être que le meilleur 3&D de la ligue finalement c'est KCP. Toujours super utile. À la fin du match, tu vas regarder la ligne de stats, tu vas voir que, ah ouais, il a quand même mis 17 points et c'était des points importants. Donc moi, c'est dans cette importance-là et il bénéficie bien sûr de tout l'écosystème Nuggets, etc. On l'a bien vu. Mais je trouve qu'on en fait pas assez sur Caldwell Pope, qui est vraiment un membre essentiel, je trouve, du succès des Nuggets. Moi, ce que j'aime beaucoup chez KCP, tu vois, c'est que, et t'as raison, hein, que les mecs de Denver bénéficient du système Nuggets. Aaron Gordon, le premier, hein, par rapport à Nico. Bien sûr. Jamal qui gravite tel un satellite autour de la planète Jokic. MPJ, donc lui, il est arrivé, il s'est formé autour de Jokic aussi. Par contre, KCP, je trouve que c'est un peu différent. C'est-à-dire que lui, il est arrivé déjà avec ses qualités, ses défauts, ce qu'il savait faire. Il a su faire matcher ça aux Nuggets. Mais je trouve pas, tu vois, que genre, il y ait ce truc de dépendance à Denver. Genre, bien je pense sûr. que tu mets dans une mais tu vois, équipe... quand il arrive à Denver, quand il est signé à Denver, est-ce que tu te souviens avoir dit « Waouh, quel super coup de Denver, etc. » Tu sais, c'est encore un truc un peu sous le radar. Et une fois qu'il est sur le terrain, tu dis « Ah oui, c'est quand même bien vu KCP. » C'est en ça que je trouve que c'est ce côté finalement. Non, KCP, et puis non, défensivement, t'as raison, c'est vrai. Et puis même l'année dernière en playoff contre les Lakers, à un moment, il les réveille. Moi, j'en parle très souvent sur les réseaux aussi de en semi-transition. KCP à 3, bam. Et puis il a cette tendance, tu sais, quand ça va un peu mal, quand les mecs n'y arrivent pas trop, à savoir mettre des paniers qui comptent aussi. Ça, c'est important. Voilà. Des paniers tournants du match. Ouais, voilà, là-dessus, il est très très intéressant, KCP. Et c'est vrai, mais même, de toute façon, on peut dire les Denver Nuggets, moi je vais le répéter, et peu importe si je me fais des ennemis, les Denver Nuggets dans l'ensemble sont assez sous-cotés, parce que tu as l'impression que ouais, c'est Denver Nuggets, etc. Jokic, on l'entend tous les 4 matins, ouais, c'est Jokic, quoi, alors que bon, ça serait peut-être un autre joueur, il n'y aurait pas de débat sur le meilleur joueur du monde, Murray est exceptionnel. Enfin, moi, je suis très fan de ce que font les Nuggets depuis quelques saisons, donc je les trouve dans l'ensemble un peu sous-cotés. Donc je trouve ça bien de mettre de la lumière dessus. C'est à moi?
C'est à toi, poste 3, et tu peux même enchaîner après, enfin on va parler, mais sur ton poste 4, puisque moi j'ai l'incroyable Caruso. L'incroyable Caruso. Alors, Cocorico pour mon poste 3. Ah Cocorico. Mon poste 3 des joueurs les plus sous-cotés de la NBA actuelle. Et je vais mettre une petite nuance parce que je sais que des gens voilà, Tu savent. peux en mettre 50 même. Voilà, je ne peux pas être en mode 50. Nicolas Batum. Monsieur Nicolas Ah, Batum. Monsieur Nicolas Batum, pourquoi? le Parce que capitaine. le capitaine, Batman. Pourquoi Nicolas Batum est pour moi le poste 3, donc 3-4, toi avec Tobias, ça navigue un petit peu sur les postes. Pourquoi Nicolas Batum est pour moi l'un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue? Parce que j'ai l'impression que même si tout le monde le sait, seules les équipes dans lesquelles il est se rendent compte. C'est-à-dire que quand il était aux Clippers, je voyais majoritairement les fans des Clippers dire « Ah non, mais il est essentiel ». Et là, j'ai l'impression que je vois majoritairement les fans de Philly dire « Il est essentiel ». Donc tout le monde le sait, mais j'ai pas l'impression que tout le monde le sache à quel point. Et en fait, Nicolas Batum, il a un petit peu comme, voilà, je mentionnais les autres joueurs, cette particularité d'être désintéressé. Nicolas Batum, ce qui va lui importer, c'est le résultat final, c'est le fait que le système, l'équipe, tout avance dans le sens de la victoire et le bon jeu. Il sait pourquoi il est là, il sait ce qu'il doit apporter à l'équipe, il sait comment fonctionne un collectif. De toute façon, tu regardes, Daryl Morey a dit Nicolas Batum est peut-être le meilleur binôme dans son rôle que Joel Embiid a eu. Paul George lui avait aussi rendu un petit hommage sur son podcast à Nicolas Batum par rapport voilà, au fait qu'il sacrifiait tout pour le collectif. Et puis même, tu vois, c'est vrai que quand tu es ce genre de joueur, putain, t'imagines, genre, t'es sur un terrain et t'as un mec comme Nico Batum qui est là, qui s'en fout de marquer et qui veut limite te servir dans tes meilleurs spots. T'imagines, genre, au-delà même du jeu, comme c'est bénéfique psychologiquement d'être avec des mecs comme ça? Oui, voilà, qui est là pour vraiment en mode peu importe ce qu'il faut faire, on va le faire pour gagner. Donc si c'est faire une passe, si c'est mettre un shoot très rapidement, et Batum fait partie des joueurs qui, tu sais, ils osent prendre les shoots quand il reste 2 dixièmes et que tu es à l'autre bout du terrain. Et moi, j'aime bien ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui. L'horloge, j'avais oublié. Oui, bon, on a compris que C'est tu voulais exactement privilégier tes ça. stats. Nicolas Batum ne sauve pas une balle qui va sortir en touche pour prendre un rebond. Nicolas Batum va sauver Voilà, une balle qui va sortir en touche pour lever la tête et voir s'il y a une transition à jouer. Et tu vois, ça c'est très fort. c'est des nuances, mais c'est super important. Ce que ça apporte sur l'aspect psychologique, ce que ça apporte sur l'aspect jeu. Et donc là, les gens vont dire, ouais, tu fais du chauvinisme, etc. ou quoi. Mais je trouve qu'en fait, non, c'est vraiment rare les joueurs comme ça dans la ligue. Qui arrivent à cumuler désintéressement individuel, priorité collective et IQ, et puis même défensivement. Nico, c'est un mec qui est capable de défendre sur les 5 postes, il l'a déjà fait. Hein. C'est un mec, tu vois, qui va un petit peu pousser le pas sur un coverage, voilà, pour calmer un petit peu l'offense. C'est un mec qui va faire toutes ces choses qui ne se voient pas. Et j'en parlais récemment, même, tu vois, les petites tapes sur les ballons au rebond pour que l'équipe puisse récupérer le rebond. Rien lui est comptabilisé à lui. Hein, mais ça t'aide, etc. Même Joel Embiid a dit, c'est la clé, il est spécial, il colle parfaitement à notre manière de jouer et à nos besoins. Et quand tu as un des meilleurs scoreurs, un des meilleurs joueurs de la ligue qui dit ça. Mais par contre, Nico Batum, aujourd'hui, je le vois et je pense que les Clippers ont fait une connerie. Je comprenais pourquoi ils voulaient garder Timan, mais plus ça avance, plus on voit un petit peu comment les choses se passent. Après, bon, il fera bien ce qu'il veut, mais... Après, on n'était pas dans les négociations. On ne sait pas Non, non, c'est vrai, si c'est vrai. pour avoir Harden, il fallait absolument lâcher Batum, mais qu'ils ont essayé de négocier au maximum et que ça s'est pas fait. De ce qui ressortait, c'est que Timan était voulu, mais Ouais. bon, après, il fera bien ce qu'il voudra sur sa dernière année. Apparemment, ça serait sa dernière saison à Nico. Mais c'est vrai que, et tu vois, par exemple, quand il y a eu la blessure de Joel, donc on savait pas combien de temps Joel Embiid allait être indisponible, et moi, je m'étais dit, putain, si c'est la dernière saison de Nico et que Embiid revient pas, ça fait chier, tu vois. Donc j'espérais pour Nico qu'il s'en aille, et je l'imaginais que dans des équipes ultra compétitives. Les Nuggets, les Celtics, les Bucks, les Suns. Aux Suns, j'aurais adoré, tu vois, parce que c'est vraiment, tu mets des superstars à côté de Nico, je pense que n'importe quel Tu es superstar de la sublime, ouais. ligue, voilà, n'importe quel superstar de la ligue aujourd'hui va être ravi d'avoir Nicolas Batum à côté, parce que voilà, c'est un mec qui fait pas chier, c'est un mec qui va pas te créer de drama dans le vestiaire, c'est un mec, s'il faut faire une presse tout-terrain de la première à la 48e sur le meilleur joueur adverse, il le fera, c'est un joueur qui va te coller tous les écrans qui vont t'arriver dans le dos, tu vois, toutes les petites choses, Et etc. c'est pas un hasard s'il y a quelques saisons, Steve Kerr le voulait. Aussi. C'est pas un hasard si Ty Lue on a fait aussi une de ses priorités. C'est pas un hasard si Joel Embiid dit du bien, ou encore que Wembanyama, dans leur dernier affrontement, ils le reconnaissent. Ils disent Nicolas Batum, dans la ligue, on sait qui il est.
Ouais, personne n'a jamais dit du mal de lui. C'est pas pour rien que Nick Nurse colle ses minutes avec les minutes de Joel Embiid. C'est pas pour rien, tu vois, au bout d'un moment. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit clin d'œil à notre Français qui en plus est passé nous voir en space, qui a à chaque fois été très dispo, très gentil. Même, bon, petite exclu, moi, Nico, j'ai eu l'occasion de le croiser. Et même en vrai, c'est ultra sympa, tu vois. Ça a vraiment été un mec ultra Monsieur cool. connaît du monde. Non, non, mais c'était par simple hasard, hein. Mais ça a été ultra cool, ultra simple. Donc, et ça m'étonne pas, tu vois, que les mecs disent du bien de lui parce que ça se sent en fait. Au bout d'un moment, quand ça fait 15 Qu'il est ans naturel, quoi, en fait. Ouais. voilà, quand ça fait 15 ans qu'un mec est dans la ligue, quand ça fait 15 ans que le mec a pas de soucis, sauf une fois, bon, l'épisode Charlotte avec, on citera pas son nom, James, mais pas les Browns, hein, calmons-nous, hein. Mais sinon voilà, c'est une carrière sans accroc. En équipe de France, il a toujours été là. Enfin, voilà. Merci, capitaine. Et bravo pour la carrière qu'on espère voir se Mais voilà, prolonger un peu. Batum, tu vois, c'est vraiment l'exemple du type où tu regardes la ligne de stats et tu vois pas forcément quel impact il a eu sur le terrain. Et c'est pour ça que parfois sur Twitter, on peut voir des décérébrés qui sont un peu fous et qui se rendent pas compte à quel point il est utile. Et c'est ça, l'essence du sous-côté, c'est exactement ça. Si un general manager NBA, des coachs NBA, des superstars NBA te trouvent utile, bon, voilà. Je pense Oui, que c'est tout est pas dit. Billy dans son canapé, exactement. Ton poste 4, du coup. Mais c'est Alex Caruso, toujours, tu ne m'écoutes Ah pas? oui, non, mais tu m'as changé, ça a perturbé. Pardon, excuse-moi. Donc, on a déjà parlé d'Alex, donc ton Mais on poste peut 5. reparler d'Alex Caruso, ça me dérange pas, hein. Non, 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 mais alors, non, c'est que ça nous a emmêlés, donc c'est moi. Tu n'as pas mon poste 4 à moi, du coup. Non. Ok, ah oui, non, mais parce que t'as mis KCP en 3, du coup. Ah oui, Je non, peux mais te donner c'est. une mention si tu veux que j'ai mis. Vas-y, vas-y. Ah, moi aussi, j'en ai des mentions poste 3. Moi Vas-y, j'ai une vas-y. mention, mais alors là c'est vraiment une mention vraiment. Je vais faire vraiment le homer. C'est Ah, Javonte Green ah oui, d'accord. parce que non mais Ouais, oui non mais ouais, alors non, mais. attends rapidement parce que Torrey Javonte Green. Craig, Drummond, Oui vas-y, non hein. non mais juste vraiment rapide. Ça va durer 2 minutes. Javonte Green. Ce que je comprends pas c'est que le mec alors là vraiment pour sous-côté au max. Il n'était pas signé par aucune équipe NBA avant que les Bulls le reprennent en contrat 10 jours. Et là, depuis qu'il a été signé, je m'en pas, c'est le meilleur joueur des Bulls. Et je comprends pas que C'est les ça trois qui est quarts de la grave. saison, C'est ça qui est oui, grave. C'est que ce soit le c'est meilleur joueur triste, des Bulls. c'est triste. Mais tu vois que personne ne l'a signé ou lui a donné sa chance, bah je trouve que voilà, là aussi c'est définition du sous-côté. Alors vas-y, quel est ton poste Mais il y 4? a des petits gars, moi je pense à Edmond Sumner, des mecs qui ont fait des beaux trucs, et des fois je me dis, ah, dans des petites rotas, ce serait des mecs qui Mais pourraient être bien sympas. sûr. Mais bon, écoute, ils ont apparemment, hein, ils préfèrent aller faire des golfs que regarder certains joueurs, donc c'est pas problème. Donc moi, dans les postes 3-4 un petit peu, j'ai monsieur Nickel Alexander Walker du côté de Minnesota qui fait un bien fou et qui met souvent des petits tirs tellement importants du côté de la mode. Donc monsieur Nickel Alexander Walker. J'ai monsieur Highsmith du côté du 8, fan favorite évidemment, et Wood Highsmith. Et Will Smith, ouais. Voilà, c'est... Moi, je serais fan du 8, ça serait mon chouchou. Genre, dans le seul, le mec fait. Tu sens que voilà, il n'y a pas le talent d'un Paul George ou quoi, mais il est au max de ses capacités, qui donne tout. Et ça, c'est le genre de joueur que j'aime beaucoup. Voilà un petit peu au niveau des Et mentions. donc ton titulaire, ton poste 4, c'est qui? Mon poste 4. Alors, mon poste 4, c'est un petit paradoxe parce que je vais aller dans un marché qui s'appelle les Los Angeles Lakers. Les Lakers qui sont habitués à me survendre tous les Bah oui, joueurs. Le plus naze devient une légende. Et pourtant, lui, il est costaud. Il fait une belle saison. C'est monsieur Rui Hachimura. c'est Et Monsieur on... LeBron James. Non, c'est monsieur LeBron James. Et on n'en entend pas parler que ça de Rui. Alors qu'il fait vraiment C'est une vrai. belle saison, Rui Hachimura. Déjà, pour info, donc après, il y a tout un contexte autour. Mais sachez, chers fans des Lakers, que quand Rui Hachimura est titulaire, les Lakers sont en 24 wins, 12 lose. Là, les fans sont là, quoi? Mais en fait, c'est notre meilleur joueur. Donc, Mais attends, mais en plus quand il est titulaire, ça veut dire que soit Davis, soit LeBron ne jouent pas. Donc c'est encore plus fort. ah non, 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 ou non, en général, c'est que Christian Wood s'est blessé, etc. C'est KD est en Oui, 5, lui est Christian en Wood, 4, LeBron est en 3, donc non, non, des fois, ils sont là. Mais en gros, donc voilà. Après, donc, l'avantage de Rui Hachimura, et ce qui est plutôt marrant, c'est que Rui, on est d'accord, quand il arrive de Washington, on est là, bon, il a eu des petits soucis perso, des problèmes psychologiques, Rui, donc c'était un peu l'inconnu, tu vois, on savait pas vraiment. Des fois, en plus, les spotlights de LA, ça peut un peu faire mal à des joueurs, tu vois, bien sûr. au niveau du caractère, au niveau de la médiatisation, tout ça. Et lui, non seulement en playoff la saison dernière, et encore cette année,
Bon, Rui, c'est pas un mec, un ball handler élite, c'est pas un mec qui va avoir une création de jeu élite. Par contre, Hachimura, c'est un mec qui est plutôt à l'aise dans toutes les positions de jeu. Il est capable de shooter d'un peu partout, il a une finition solide. Il est capable d'être un rollman intéressant. Sur catch and shoot à 3, c'est waouh, surprenant. D'ailleurs, petite anecdote sur tous les joueurs, bon, le volume est très mince, hein, mais sur les joueurs ayant pris au moins 50 shoots en playoff, Rui Hachimura est celui qui a le meilleur pourcentage all-time en playoff. Donc ça va peut-être chuter cette année. Combien? Je l'ai plus en tête, je crois que c'est... non, je l'ai plus en tête, je vais te dire une bêtise, mais en tout cas, je vais vous l'afficher maintenant, mais en tout cas, c'est très impressionnant de savoir que Rui Hachimura, bah, c'est lui qui est 52%. 52%. Donc, je vous l'affiche pas du coup, vu que Bertrand vous l'a dit. Mais en tout cas, voilà, donc c'est un joueur que je trouve voilà, à l'aise un petit peu partout, qui est capable de faire plein de genres de choses, même si c'est pas le plus habile, il est capable de se créer un petit écart. Moi, je l'ai vu très souvent, une baseline, tu vois, sur du mid baseline, etc., se créer un petit écart et monter, ou alors, voilà, sur du pick and roll, être capable de finir. Et puis, c'est un beau bébé, Hachimura, tu vois, c'est un bal à tête. Donc, même, il est capable de monter au dunk. Défensivement, il est capable d'encaisser. Rob Pelinka. Défensivement, Lakers, je trouve il a bien progressé par rapport à ce qu'il faisait à Washington. Ah, mais les Lakers sous haute intensité ont une très très bonne défense. D'ailleurs, moi, c'est ce qui me fait peut-être un peu peur pour les autres pendant les playoffs, parce qu'on les a vus notamment une season ou même la saison dernière, quand ils veulent vraiment monter d'un cran. C'est une équipe très très dangereuse défensivement, avec AD en chef de file. Mais en plus, Rob Pelinka donc, l'a prolongé l'été dernier, donc 51 millions de dollars sur 3 ans. Très bon coup de Rob, en plus de Austin Reeves, etc. Donc voilà, moi je voulais tirer mon chapeau à Monsieur Rui, qui avait eu un début de carrière un peu compliqué, un peu voilà dans des Wizards en perdition. Il a été récupéré, on savait pas trop ce que ça allait donner. Moi j'ai eu peur du check la saison dernière avant l'effondrement maintenant. Ouais, c'est ça. Voilà, tu sais, après les re-signatures. Et puis finalement, non, c'est un mec qui continue. Mais c'est vrai que même, tu parles de son début de carrière, je me souviens que même à sa draft, on avait des gros doutes et on se disait, bon, les Wizards, ils l'ont pris parce qu'il est japonais, merchandising, tout ça, ah oui, c'est carrément, peut-être un peu un reach. On était là-dedans. Bah, on était là-dedans. On se disait, c'est un peu un reach. Ils l'ont pris haut. Et d'ailleurs, bah, ça a pas loupé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti des maillots incroyables pour la saison, tu sais, des arbres roses au Japon. Enfin, tout ça. Alors moi, je le trouvais pas ouf celui-là. Je sais que tout le monde le kiffe. Moi, ouais, il est sympa. Il est sympa. Bah, moi, j'ai préféré la réédition MJ là, tu sais, Wizard l'année dernière là. Il a jamais joué aux Wizards, MJ. Je sais pas de quoi tu parles. Ah, ouais, et du coup, je trouve que c'est un joueur, voilà, qui s'est toujours un peu battu contre l'image de drafter trop haut, trop mou à Washington, enfin trop mou à Washington, pas assez bon à Washington. Attention les Lakers, il y a les spotlights. Attention, c'était peut-être un hit check. Mais finalement, bah, il est toujours là, le Hachimura, et il est de mieux en mieux même. Non, et moi j'ai eu des craintes, tu vois, suite à ces soucis psychologiques Bien sûr. relayés. Et je m'étais dit peut-être que ça peut sentir mauvais. Et je suis très très content de le voir voilà, s'épanouir. Et puis même, je trouve qu'il vaut largement, même peut-être plus que le contrat qu'il a. Il a un impact permanent et il est à l'aise partout. Moi, je sais où l'attendre. Je sais ce qu'il peut pas trop développer. Et je trouve qu'il le fait très bien. Donc voilà, bravo, monsieur Hachimura. Rui Hachimura. Bah, très bien. Et donc, qui est ton poste 4 à toi? Non, bah, je vais passer, si tu veux bien, à mon poste 5. Ton poste 5. Mon poste 5 a été All-Star, c'est Jarrett Allen. Et je trouve. Alors, Jarrett Allen, bon, on va pas le présenter, hein, machine à double-double. C'est quoi? On va dire, le meilleur rim runner NBA actuellement, pour moi. Il est top 10 NBA en screen assist, donc c'est quand tu poses tes écrans pour permettre à l'autre de scorer. Shoot contesté, il est également top 10, il est 7ème, si je me trompe pas. Mais Jarrett Allen, là où je le trouve sous-coté, parce que c'est la définition qu'on attend dans ce 5-là, c'est qu'on pense aux Cavs, on va me dire Evan Mobley et son potentiel, on va me parler de Mitchell et de Garland, on va me parler de tous ces mecs-là, mais à aucun moment on va parler actuellement du meilleur défenseur des Cavs, de Jarrett Allen, du mec qui permet de set up toute une attaque de Jarrett Allen. Surtout que ça s'arrête pas juste à sa défense. Offensivement, il a développé un petit shoot. Il est toujours là sur les rebonds offensifs, à être chiant en fait, parce qu'il est grand, toujours les petits tip-in, etc. Donc, faut vraiment se battre pour récupérer ton rebond. Et voilà. Alors peut-être que dans le futur, et très certainement, on l'espère pour eux, Evan Mobley sera un meilleur joueur que Jarrett Allen. Mais actuellement, si tu me demandes les joueurs les plus importants de l'effectif de Cleveland, actuellement, moi je mets Jarrett Allen numéro 1.
numéro 1, même devant Garland et devant Mitchell, parce que l'un ou l'autre, tu sais, ils ont encore du mal à jouer l'un et l'autre ensemble. Jarrett Allen, il est en plus, il a une constance, il est là à tous les matchs. Voilà, donc beaucoup d'amour sur Jarrett Allen. Jarrett Allen, il a un peu, tu sais, le syndrome de Rob Will. Tu dis, il est grand, mais il est pas si grand que ça en plus, hein, Jarrett Non, Allen, c'est je vrai, crois. bah, il a un afro, quoi. Ouais, ça peut être trompeur, mais même Il fait au-delà de quoi, la... 2,8 m, ouais. Ouais, un truc comme ça, je crois. Mais même au-delà de l'afro, t'as un ressenti de grandeur, tu vois, par rapport, voilà, à peut-être l'envergure, peut-être l'activité. Mais ouais, Genre de c'est... joueurs qui jouent plus haut que leur taille. Ouais, c'est un peu particulier, Jarrett Allen. Et non, t'as raison. Peut-être que sur la longueur de la saison, si on prend un cumul de tout, présence, activité, polyvalence, etc., peut-être que Jarrett Allen est le meilleur cavalier cette saison. Le plus important, en tout cas, je trouve. Je trouve Et que c'est le plus important. donc Primordial. c'est bien. En plus, il s'habille chez Célio, donc c'est bien de mettre en avant des gens qui ont des goûts simples. Non, mais Jarrett Allen, un homme simple. un homme simple. Donc non, mais c'est vrai. Et même ça a l'air d'être un mec assez cool. Donc c'est bien de mettre en Et puis avant. même, attends, souviens-toi comment il arrive à Cleveland. C'était dans le deal d'Arden, donc à deal à 3. Les Rockets, pourquoi ils l'ont pas gardé? Pour récupérer Alperen Sengun. Oui, J'essaye de bon. leur trouver une porte de sortie. Oui, non, mais enfin, non, bien sûr, oui, on dit comme ça, ok. Mais tu vois ce que je veux en dire, t'avais Jarrett Allen et Ah non, mais c'est vrai qu'il le enfin, récupère pour pas grand-chose, Jarrett Allen, à ce moment-là. ouais, c'est clair, donc très bon coup là aussi. Et Donc voilà, sous-côté. aujourd'hui, Jarrett Allen ferait du bien à... Et d'ailleurs, bon, les fans des Cavs m'en voudront peut-être, mais à voir comment vont se passer les prochaines Où semaines, tu vas le prochains balancer? mois. Mais peut-être que Jarrett Allen pourrait être intéressant pour pas mal d'équipes, si jamais ça pète dans l'Ohio. Ah oui, d'accord, ok. C'est pas très loin en J'en dis pas plus. plus, je serai jugé pour tampering après. D'accord, ok. Non, Donc puis il fait moi, mieux vivre. Mais bon, mon après, poste chacun passe ses 5... vacances où il veut. Mon poste 5 à moi, bah, regarde, on parle d'endroit de vacances, moi ça va être sympa. On va aller du côté de la Floride, on va aller du côté d'Orlando. Orlando est une équipe globalement un petit peu sous-cotée. Après, je la trouve aussi, c'est marrant, Orlando sous-coté et sur-coté. C'est-à-dire que... Non mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le contexte d'adversité d'Orlando est très particulier. Ils ont joué beaucoup de bonnes équipes en début de saison. Quand les gens se rôdaient sur la deuxième partie de saison, ils ont majoritairement joué des ploucs. Ils les ont tapés, etc. Donc c'est très bien. Mais quand même sous-coté parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte de la rigueur instaurée, on en parle souvent par Jamal Mosley, etc. Mais aussi, voilà, de la maturité de tout ce groupe-là et de l'avance par rapport à la timeline d'évolution qu'il peut avoir. Banchero est pour moi énormément en avance. Ils ont, tu as parlé de Jalen Suggs tout à l'heure qui a su se réinventer, etc. et qui est parfait dans son rôle. Et j'ai failli mettre Jonathan Isaac et le changer un petit peu de position parce que Jonathan Isaac est peut-être, je sais pas s'il a le temps de jeu suffisant, etc. mais un des meilleurs défenseurs de la Après, ligue. ouais, c'est vrai qu'il revient de 2 ans sans jouer Voilà. et son contrat n'aide pas la définition de sous-côté. Ouais. Non, mais en tout cas, dans l'impact défensif, Jonathan Isaac Bien est sûr. extraordinaire. Mais moi, j'ai Monsieur Mo Wagner qui, dans la seconde unit, j'ai vu énormément de fois cette saison Orlando repasser, avoir un nouveau souffle grâce à cette seconde unit, que ce soit donc voilà Mo Wagner ou même Cole Anthony ou d'autres joueurs, etc., qui sortent, dont Jonathan Isaac, qui sortent du banc. Mais je trouve que Mo Wagner, donc là, on est en plein dans le contrat rentable parce que tu peux aller check à combien il est, mais je crois qu'il est vraiment très très bas, Mo De Wagner. 3 millions, 9 millions, un truc comme ça. Mais bref, Ouais, c'est très très bas. Moi, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que je milite pour que Milwaukee le récupère pour déjà préparer l'après Brook Lopez, parce qu'il a quand même une capacité à pouvoir shooter d'assez loin, même s'il a des zones préférentielles un petit peu. Je trouve que défensivement, il a quand même un sacré gabarit, l'ami Maurice. Et en plus de ça, bah, il est troisième tu sais, comment dire, pour faire les passages en force, pour les provoquer. ouais. Mais de toute façon, ça m'étonne pas à Orlando que ce soit ce genre de mec-là à Orlando. Donc c'est pour ça, dans le nouveau... Je voulais mettre un mec d'Orlando parce que je voulais mettre en avant, comme je dis, tempérons parce que l'adversité a été fluctuante et il faut capter à quel moment ça a été bon. Mais dans la courbe de progression de cette équipe, elle est en avance. Il y a eu des rumeurs qui sont tombées récemment qui seraient peut-être intéressés par Klay Thompson, etc. Et moi, voilà, Maurice Wagner, il t'amène. Et puis même, tu vois, lui, il est vraiment dans ce truc où un déclencheur de momentum. Ouais, c'est clair. Quand Maurice Wagner t'apporte, etc., tu sens que toute l'équipe, voilà, est aspirée par ça. Et donc, Quand il met un panier qui fait sa c'est tête et ça. tout, ça a l'air d'être un mec marrant en plus. Voilà, des fois, ça peut être Cole Anthony, etc. Mais c'est vrai que Wagner, même par sa puissance, par plein de choses, moi, je trouve que c'est un joueur. Voilà, tu vois, on va pas en parler plus que ça parce que voilà, c'est une équipe un petit peu normale, tout se passe normalement, mais je trouve que voilà, en plus pour son contrat, moi je suis un peu déçu qu'une équipe ait pas essayé déjà de préparer
une étape future en pensant à ce mec-là. Je suis un peu déçu parce que même les Est-ce grands. que c'est pas trop tard d'ailleurs maintenant, vu que son frère est dans l'équipe, il a tout intérêt à rester avec Orlando? Ouais, ça va peut-être être un peu tard. À voir aussi ce qu'ils vont faire en playoff. On sait que les playoffs peuvent aider à la signature de chèques, donc on va voir ce qui va se passer. Sinon, dans mes mentions, moi sur le poste 5, j'avais monsieur Ivica Zubac du côté des Clippers, que j'ai Ivica Zubac. longtemps hésité à mettre. Voilà, un vrai toucher, un bon bébé. Il nous tape au moins une fois par saison 20-20, hein, Ivica Zubac, ça c'est le quota. Et après, j'avais monsieur Nick Richards du côté de Charlotte, dont je parle très souvent aussi sur les réseaux, Nick Richards, comme Daniel Gafford qui est maintenant à Dallas. J'espère que Nick Richards aura lui aussi sa chance d'aller vers une équipe un peu plus compétitive, ou alors que les Hornets deviennent compétitifs. Rêvons. On en reparlera bientôt, ça. Rêvons. Hein. Permettons-nous de rêver. Mais après, voilà un petit peu tous les joueurs que j'avais en mention. Clint Capella? Clintos, ouais. Clintos. Bah, Chetos, Chet, Clintos. Ok, ça marche. Ouais, Clint, t'as raison. C'est vrai que Clint, on s'est habitué à, voilà, double-double. Double-double, contest intérieur, c'est ça. sur l'ob, Bah, je suis présent. alors là, tu vas me faire penser à un autre joueur. Alors là, vous allez dire, mais il parle que de Chicago, mais André Drummond, double-double. Lui, il arrive sur le terrain. 2 minutes de temps de jeu, 8 rebonds, le mec. Hein. C'est vrai qu'il parle que de Chicago, par contre, vous avez raison. Donc, mais pour finir, t'as d'autres mentions, t'as des joueurs, etc. Ou non, tu m'as pris mon Nick Richards, tu m'as pris pas mal de mentions que j'avais. Okay, donc, parfait. Si je te coupe l'herbe sous le pied, parfait. Les gens vont se dire, il s'y connaît plus, donc ils vont voter pour moi. Parfait, très bien. Nickel. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler ton 5? Donc, n'oubliez pas, les gars, dites-nous en commentaire qui a le meilleur. Moi. Vas-y, est-ce que tu peux nous rappeler ton 5? Peyton Pritchard, Bogdan Bogdanovic, KCP, donc Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso et Jarrett Allen. Mais ça m'embête toujours autant que tu aies mis KCP en 3 et Bogdan en 2. Mais bon, ça c'est parce que je suis pénible. Mon 5 à moi, donc vous voyez, il est pas très cohérent, les gars, comme dans... Oh là là, comment il essaye. Donc mon 5 à moi, c'est monsieur TJ McConnell, que je dis pour la 72e fois, du coup, vu que apparemment j'en ai un peu parlé. Monsieur Alex Caruso en 2, Nico Batum en 3, Rui Hachimura en 4 et Mo Wagner en 5. Donc voilà, vous les avez juste en dessous. J'avais une petite question, donc tu ne l'as pas mis. J'avais une petite question. Monsieur Jalen Brunson. Parce que, alors, tu l'as dit, je sais plus pour Herb Jones, j'espère qu'il est plus sous-coté. J'espère que Brunson n'est plus sous-coté. Il fait une saison, mais de malade mental, mais vraiment. Alors, MVP, non, parce qu'il y a des joueurs qui font une saison encore plus de malade mental. Mais enfin, arriver à faire ce qu'il fait aux Knicks, on sait que c'est si compliqué. Les Knicks, ils ont été la risée de la ligue pendant 20 ans. Là, Leon Rose, Tom Thibodeau, ils font des choses incroyables. Je trouve il y a un boulot. Eux, voilà, pour le coup, ils sont sous-cotés vu le travail effectué à New York, avec pas des signatures très clinquantes, mais des signatures intelligentes. Jalen Brunson en tête de file de ces signatures-là. Et non, il est clutch. Il est extrêmement bon passeur. Il se la donne en défense. Il est leader. Il est vocal. Il est All-Star, il aurait dû même être titulaire, hein, si ça devait compter qu'à moi, mais bon, les gens ils votent avec leurs pieds. Voilà, Jalen Brunson, ouais, grosse saison malheureusement, enfin, ou heureusement en tout cas. J'espère que maintenant il est à sa place et que les gens se rendent compte à quel point le talent du joueur. Moi j'ai lu le dernier MVP ladder. Team USA aussi. Le dernier ladder de Michael White là, sur NBA.com. Mm-hmm. J'ai lu, j'ai cherché, j'ai fait attends, il n'est pas dans le top 10. Il l'a pas mis Jalen Brunson? Non, je l'ai pas vu. J'ai fait bon. ah ouais, bon. Peut-être un fan des Nets après. Ouais, mais je me suis dit c'est pas possible là. Genre et en fait ce qui me surprend c'est que comme tu l'as dit, New York. Normalement un mec à New York, tu dois le survendre, tu vois. Exactement. Là putain, les mecs ils s'en foutent quoi. Enfin, moi personnellement, je le trouve sous-côté. Il doit être mentionné. Alors, il doit pas être MVP, mais il doit être mentionné dans la course au MVP. C'est-à-dire, voilà, la place 5-6 par là, il doit y être, Jalen Brunson. Il est, franchement, moi je. Et puis, après, celui qui fait le MVP ladder, tu le dis souvent, mais c'est pas lui, il a aucune voix pour faire le. Non. Pour donner son vote. Non, il a pas de vote. C'est un mec qui est là, il se lève et il met des noms, quoi. Mais. Ah non, ça c'est pas bien, franchement, c'est pas bien. Tu peux pas, quand tu représentes l'NBA, tu peux pas mettre Jalen Brunson. Il y a des trucs, et ça, franchement, j'arrive pas à me dire. Après, souviens-toi l'an passé, Kedi qui était toujours là alors qu'il manquait des matchs. Ouais, Kedi est absent 30 matchs, toujours 6ème, il n'a pas bougé, il est là. Bon, ok. Ouais, donc, comme tout le monde, t'as raison, tu vois, c'est peut-être un fan des Nets finalement. C'est peut-être un fan des Nets. C'est peut-être ça.
Donc en tout cas, vous voyez les gars, on a percé un mystère aujourd'hui. On percera toujours des mystères. On sera là pour ça. En tout cas, il a duré un peu longtemps celui-là. Là, on est sur 45 minutes. On avait des choses à dire sur nos joueurs sous-cotés. Et Bertrand, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens? De regarder plus de matchs, De regarder plus de matchs, ouais. Et de dire, si on a oublié des joueurs, ça veut dire qu'ils sont vraiment sous-cotés. C'est-à-dire que même nous, on les a pas mis. Non, je pense qu'on en a oublié pas mal, Bien sûr. mais c'est surtout, les gars, franchement, n'écoutez pas ce que disent forcément les réseaux, n'écoutez pas non plus ce que disent forcément les fans d'une équipe, parce que les fans ne sont pas toujours objectifs. Allez vous rendre compte par vous-même de votre appréciation, de votre jugement. En plus, si vous faites du basket en dehors, vous allez comprendre un petit peu, enfin, vous saurez de ce qu'il en est de mettre tant d'efforts sur des parquets, donc n'hésitez pas à aller Et voir puis tout même, ça. assumez vos prises de position. Si tout le monde dit que tel joueur est nul en défense, mais que vous trouvez qu'il était bon parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ci, faut le dire, faut assumer, et puis faut s'exprimer. Si vous pensez qu'Anthony Edwards est déjà devant les LeBron James en Purée. termes de greatness, vous pouvez également l'assumer. Bref, assumez tout ce que vous voulez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Bertrand, on dit au revoir. Au revoir. Salut les gars. Ciao, ciao.